Chers abonnés de Bossai TV, bonjour, bienvenue à ce deuxième numéro de notre émission Point de vue. Et pour ce deuxième numéro, nous allons parler de la littérature mauritanienne. Une littérature certes jeune, mais elle suscite de plus en plus d'engouement et de curiosité des étudiants, des chercheurs et des critiques. Et ce malgré qu'elle soit inscrite au programme de l'université de Nouakchott récemment, c'est-à-dire en 2011. Elle reste quand même méconnue de son grand public du fait des études qui traitent les littératures francophones subsahariennes ne fait part de son existence ou ne fait que récemment. Alors, pour apporter plus d'éclairage à cette littérature, nous recevons aujourd'hui M. Bousseta Diagana, professeur de l'université de Nouakchott, habilité à diriger des recherches. Ses travaux portent essentiellement sur la littérature mauritanienne dont il est spécialiste. Il a écrit, entre autres, éléments de la littérature mauritanienne de langue française, Mon pays est une perle discrète, Paris L'Harmattan 2008, et littérature francophone de Mauritanie. Il est co-auteur de quelques ouvrages. Bonjour, M. Diagana. Bonjour, Mme Mathieu. Merci de répondre à l'invitation. Je vous en prie. Alors, M. Diagana, vous êtes professeur, chercheur et spécialiste en littérature mauritanienne. Quelle lecture faites-vous de la littérature mauritanienne? Peut-on toujours qualifier cette littérature de jeune et méconnue de son grand public ou justement peut-on parler de son émergence? Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je voudrais vous remercier d'abord de l'intérêt que vous accordez à ma modeste personne et à travers moi à la littérature mauritanienne. Et vous l'avez si bien dit dans votre introduction, c'est une littérature jeune. Oui, littérature jeune jusqu'à présent, si on continue à comparer cette littérature par rapport aux littératures des pays qui nous entourent. Vous n'êtes pas sans savoir que la première œuvre littéraire mauritanienne n'a vu le jour qu'en 1965. Et quand on regarde autour de nous, tous les pays qui nous entourent, aussi bien au sud qu'au nord, le Maroc, l'Algérie, le Sénégal, le Mali, ont développé quand même une littérature francophone bien avant l'indépendance. Et dans tous ces pays, on connaît quand même des auteurs qui sont très populaires, qui sont très célèbres. Pour ne donner qu'un seul exemple, qui ne connaît pas le Sédar Senghor du Sénégal? C'est juste un exemple parmi tant d'autres. Voyez, dans ce sens, oui, la littérature mauritanienne est toujours une littérature jeune, une littérature méconnue. Vous l'avez évoqué dans votre introduction. Elle n'a fait son entrée à l'université que dans les années 2010-2011, si ma mémoire est bonne, avec ma modeste personne. En même temps, on ne peut plus dire que c'est une littérature méconnue, parce que depuis cette date, il y a eu quand même beaucoup d'évolutions. Moi, je me souviens encore quand je faisais mes travaux de recherche, les écrivains, on pouvait le compter sur le bout des doigts d'une main, alors qu'aujourd'hui, je dirais chaque année, il y a des auteurs. Il y a des auteurs qui écrivent sur les différents genres, que ce soit en poésie, que ce soit en roman, le théâtre. Et en plus de cela, les étudiants continuent, vous l'avez dit, à exprimer, à manifester un grand intérêt pour cette littérature quand ils arrivent à la fin de leur formation, aussi bien de licence que de master. Ils font souvent leur mémoire sur la littérature mauritanienne. Et depuis quelques temps, des étudiants que moi-même je formais sont devenus des jeunes docteurs qui ont fait leur thèse sur la littérature mauritanienne. Donc, effectivement, tout est relatif. La jeunesse de cette littérature mauritanienne d'il y a 20 ans a évolué. Disons que nous entrons vers une phase de maturité. On n'est pas encore une littérature émergente. On est une littérature émergente. Je ne veux pas dire qu'on est une littérature très développée. On va revenir peut-être là-dessus, compte tenu de la situation des Français en Mauritanie, de tout cela. Mais c'est une littérature quand même qui fait petit à petit son petit bonhomme de chemin. Donc, son inscription à l'université peut être aussi un coup de pouce pour son émergence. Effectivement, en sociologie de la littérature, on parle de consécration littéraire lorsque une littérature est entre autres inscrite au programme scolaire.
du moment que cette littérature est enseignée, elle suscite effectivement l'engouement. Les étudiants s'intéressent. Et d'ailleurs, ils s'intéressent maintenant plus à la littérature mauritanienne qu'aux autres littératures. Il y a 10 ans, les étudiants ne connaissaient pratiquement pas cette littérature. Donc, ils faisaient leurs recherches sur la littérature africaine, sur la littérature orale, sur la littérature maghrébine ou française. Maintenant, je peux dire que les 80% des étudiants mauritaniens qui arrivent en licence ou qui arrivent en master font leur mémoire sur la littérature mauritanienne. Donc, ce qui fait effectivement de la publicité pour la littérature mauritanienne. Mais il n'y a pas que l'enseignement, l'inscription de cette littérature à l'université. Il y a beaucoup d'autres aspects qui font que cette littérature devient de plus en plus connue, par exemple, à travers par exemple, des émissions comme la vôtre. Il y a des émissions de télévision, il y a des débats de temps en temps, de colloques. Tout cela participe, bien entendu, au développement, à l'émergence de cette littérature mauritanienne. Donc, à votre avis, quelle est sa spécificité vis-à-vis des autres littératures dites émergentes? La littérature mauritanienne, à l'instar même de la Mauritanie, c'est une littérature qui se trouve, si je peux m'exprimer ainsi, à mi-chemin entre le monde arabe et le monde africain. Moi, la plupart, j'ai beaucoup travaillé sur cet aspect. Comme la Mauritanie est un pays, entre guillemets, très d'union entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, la particularité de la littérature mauritanienne est ainsi, peut-être aussi de cette catégorie, c'est-à-dire on prend une part de littérature maghrébine, de la littérature subsaharienne. Mais toujours est-il qu'il y a une particularité qui est la littérature mauritanienne elle-même, qui n'est ni maghrébine, qui n'est ni subsaharienne. Donc vous voyez, c'est une littérature donc, qui peut jouer sur 3 angles. Angle maghrébin, angle subsaharien, mais angle tout simplement mauritanien, au sens où c'est une littérature qui développe ou bien qui évoque la situation de la Mauritanie, intrinsèquement de la Mauritanie. Est-ce qu'on peut parler du métissage, par exemple, de la littérature mauritanienne? Oui, effectivement, de toute façon, la Mauritanie est un pays métis. Et la littérature ne peut pas faire fi du contexte qui la voit naître. Si la Mauritanie est un pays métis, non pas tout simplement métis au sens couleur de la peau, mais métis au sens culturel, métis au sens de brassage. Effectivement, la littérature mauritanienne, les auteurs mauritaniens, d'ailleurs, quelle que soit la communauté à laquelle ils appartiennent, ne se cantonnent pas tout simplement dans leur communauté. Quand on écrivait, par exemple, soninké, on ne peut pas parler de la littérature purement chez le soninké sans faire allusion à toute la communauté qui entoure cette communauté soninké, et il en est de même de toutes les autres communautés arabes, polares, wolof, ainsi de suite. Évidemment, la littérature mauritanienne, c'est ça, sa richesse. C'est une littérature métisse, c'est une littérature de brassage, c'est une littérature d'interculturalité et même d'intertextualité, dans le sens où chaque texte mauritanien de tout auteur fait appel à un autre texte. Alors, à votre avis, la littérature mauritanienne émerge-t-elle sur quel genre littéraire, sachant qu'elle s'est exprimée en poésie avant de passer au roman dans les années 80 avec Rella, le voix de l'honneur de Téné Youssouf Gueye en 1983, et en passant par le théâtre et la nouvelle. D'autant plus que les critiques pensent que cette littérature est née après les indépendances en 1965 avec le poème Peul moderne de Omar Ba. Oui. Disons qu'au début, effectivement, c'était une littérature, comme d'ailleurs la littérature africaine à ses débuts, qui s'est exprimée avec les genres poétiques. Les premiers auteurs mauritaniens, jusqu'en 1975, écrivaient tout simplement de la poésie. Omar Ba, vous l'avez cité, Djibril Sall, Hassan Diallo. Le premier genre romanesque, enfin, le premier roman ne verra le jour qu'en 1983 avec Rella ou le voix de l'honneur de Téné Youssouf Gueye. Mais il faut dire que depuis cette date, il y a une dynamique du genre romanesque. Si le
la poésie a été le premier genre pratiqué par les auteurs mauritaniens. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la dynamique est surtout du côté du roman. Et c'est pour plusieurs raisons, d'ailleurs, sur lesquelles je vais revenir rapidement. Ce qui a boosté, entre guillemets, cette émergence du roman mauritanien, c'est deux événements. D'abord, la situation sociale du pays, le problème de l'esclavage. Donc, beaucoup d'auteurs ont voulu témoigner sur ce phénomène. Et le deuxième phénomène, c'est les événements malheureux que le pays a connus à la fin des années 80. Vous êtes aussi écrivain. Vos œuvres traitent quelle thématique le plus souvent? Ou aimez-vous écrire sur un tel ou tel sujet? Ou êtes-vous inspiré par un des auteurs mauritaniens ou plusieurs auteurs? Lesquels ou lequel et pourquoi? Non, je ne suis pas écrivain. Enfin, je suis pas, pour le moment, en tout cas, je ne suis pas écrivain dans le sens où écrivain veut dire faire de la fiction. Donc on peut dire auteur. Je suis critique littéraire, effectivement. Mais demander à universitaire de choisir, de dire quelle œuvre ou quel auteur mauritanien il préfère le plus. Vous a inspiré, je veux dire. Oui, j'ai été inspiré par plusieurs auteurs, ça il faut le dire. D'ailleurs, enfin, ce qui m'inspire le plus, c'est d'abord la Mauritanie. Les auteurs qui parlent des aspects de la Mauritanie que je ne connaissais pas, que je découvre. J'adore aussi bien la poésie de Djibril Sall que celle de Ousmane Moussa Diagana. J'aime bien le roman d'Ambérouk que Rela ou Le Voix de l'Air d'Athénée Sougay. Je veux dire que moi j'aime la littérature mauritanienne et même s'il y a des œuvres dont la lecture ne m'inspire pas vraiment. Donc au cours de votre vie, vous n'avez pas été inspiré par un tel auteur pour que vous puissiez écrire quelque chose, parce que la raison c'est que cet auteur-là vous a inspiré, par exemple. Non, je ne vais pas jusqu'à là à dire qu'il n'y a pas un auteur qui ne m'a pas inspiré. Ils m'ont tous inspiré dans la mesure où, déjà, moi, la littérature mauritanienne est ma passion. Au-delà même que ça soit mon métier, c'est une passion pour moi, la littérature mauritanienne. J'en ai fait aussi, si vous voulez, ma raison de vivre, parce que, étudiant, vous le savez, je vous ai toujours dit que je ne peux pas parler de sacrifier, mais j'ai changé, si vous voulez, mon plan de carrière pour faire de la littérature mauritanienne. Quand j'étais étudiant, je n'étais pas destiné à faire vraiment de la littérature mauritanienne, mais en découvrant... Il y a un élément déclencheur. Il y a un élément déclencheur, ça n'a rien à voir avec la littérature, je vais vous le dire. L'élément déclencheur, c'était tout simplement du patriotisme. Comme je le dis souvent, quand j'étais étudiant, j'étais avec d'autres étudiants venus de plusieurs pays, africains surtout. J'étais avec des Sénégalais, j'étais avec des Ivoiriens, des Gabonais. Et chacun de ces étudiants travaillait sur leur propre littérature. Et j'étais le seul qui ne travaillait pas sur la littérature mauritanienne. Et ça m'a fait quand même un petit pincement de cœur. Et je me dis alors... pourquoi pas ne pas travailler sur la littérature mauritanienne? C'est comme ça qu'il m'est venu, si vous voulez, l'envie et l'amour de travailler sur la littérature mauritanienne. Donc, voyez, même si une œuvre ne me plaît pas, j'ai fait tout pour qu'elle me plaise après. Donc, on peut parler de la littérature mauritanienne si on parle, par exemple, les œuvres, on peut dire, par exemple, telle œuvre est tirée d'une réalité quelconque. Par exemple, vous avez tout à l'heure parlé des événements 89. Donc, on peut parler de romans, par exemple, de réalisme, ou bien on parle juste de l'imaginaire. C'est-à-dire que certaines histoires de ces romans traitent plus la réalité ou de l'imaginaire. Très bien. De façon générale, la littérature mauritanienne et le roman en particulier est indissociable de la réalité. Déjà, bien avant ces événements de 89 ou bien du traitement de la question de l'esclavage, les premiers romans, moi, dans mes travaux, je qualifie les 3 premiers romans, à savoir Rela ou Les Voix de l'honneur, Le Dernier des Nomades ou On îlot de peine dans un océan de désert. Je les ai qualifiés. Les otages de... Mais bien avant ça, bien avant les otages, tout ça, je parle même bien avant ces événements. Le roman de Athénée Sougay, Rela, moi je l'ai qualifié de roman ethnographique,
parce qu'il parle des réalités d'une communauté ethnographique et plus particulièrement de ce qu'on appelle la communauté de Soubalbé, de Kaïdi. Comment se fait le mariage dans cette communauté, comment se tissent les liens dans cette communauté, comment se caractérise la classe d'âge, enfin, le groupe d'âge, ainsi de suite. Le roman mauritanien, à tout moment, je pense, a été un roman réaliste. Réaliste au sens, je dirais même balzacien du terme, au sens flaubertien du terme, le réalisme, non pas en tant que copie seulement des réels, mais où on essaie de s'inspirer de réalité. Mais ce n'est pas parce que c'est un roman réel ou bien c'est un roman réaliste qu'il n'y a pas une part de fiction là-dedans. Un roman qui ne se cantonne qu'à décrire que la réalité, ce n'est plus de la littérature. Il faut effectivement... subjectif. Subjectivité, en tout cas de l'imaginaire, en tout cas qu'il y ait un effet d'optique d'illusion. Sinon, on n'est plus dans la littérature, on est dans le documentaire, on est dans les cartes postales, alors que la littérature, à mon avis, c'est à la fois faire épouser des choses qui concernent bien entendu la communauté, le réel, mais aussi il y a une façon de les dire. C'est pourquoi à l'université, on enseigne aussi la stylistique, on enseigne la rhétorique, on enseigne la poétique. Il y a dire et comment dire. Et c'est ce qui fait finalement la beauté d'un roman. D'accord. Dans la littérature mauritanienne de langue française, essai de description du contenu, votre thèse de doctorat en lettres, sous la direction de Pape Samba en 2004, vous affirmez, je cite, « L'émergence tardive de cette littérature est liée aux difficultés inhérentes qui se posent à toute jeune entreprise, telle une perle discrète. » Fin de citation. Que voulez-vous dire par là? Je vais dire d'abord, comme je disais tantôt, la littérature mauritanienne était peu connue, était même née tardivement, par rapport... qualifié par exemple d'une entreprise. Oui, entreprise, ça veut dire une œuvre, un travail. C'est un travail difficile, parce que ce qui a fait que la littérature mauritanienne tardive est tardive, il y a bien entendu, il faut beaucoup parler, si vous voulez, des conditions d'émergence de la langue française en Mauritanie. Les Mauritaniens ont été toujours réticents donc envers la langue française, pour des raisons surtout religieuses, parce que les gens croyaient à l'époque que apprendre le français, c'était une condition suffisante pour perdre sa religion musulmane. Les gens faisaient un parallélisme entre l'arabe et le français. Ils disaient que l'arabe est la langue de la religion musulmane, donc le français serait aussi la langue de la religion chrétienne. Donc, parce qu'on a connu le français avec la langue française avec le français qui n'était pas musulman. Donc les gens faisaient cette confusion et qui n'était pas bien entendu valable. Et donc écrire dans une langue qui n'était pas une langue aimée, c'est une entreprise difficile. Donc il a fallu beaucoup de courage aux premiers auteurs pour en arriver là. Mais depuis 1983, je peux ne parler que de romans, depuis 1983, il y a quand même un certain développement. Chaque année, il y a au moins 4 ou 5 romans qui sont publiés. J'aime bien là où vous avez dit « telle une perle discrète ». Vous voulez dire perle discrète, par exemple? Ce n'est pas de mon expression telle, vous voyez, j'ai mis ça entre guillemets, j'ai pris ça d'un point de Ousmane Moussa Diagana. Mon pays est une perle discrète, telle des traces de sable, mon pays est une perle comme des murmures, ainsi de suite. C'est l'un des peut-être les plus beaux poèmes de Ousmane Moussa Diagana, extrait de Nautil de rêve pour une symphonie amoureuse. Effectivement, la Mauritanie est un pays peu connu à l'étranger. Moi, je me souviens encore dans mes années étudiants, les gens me disaient, mais où se trouve la Mauritanie? Quand j'expliquais, à l'époque, il y avait les rallyes Paris-Dakar. Je disais, voilà les rallyes. Ils disaient, ah oui, on connaît, c'est au-dessus du Maroc, en partant vers le Sénégal. Donc, on avait toujours cette tendance de présenter la Mauritanie comme un pays tampon entre le Maroc et le Sénégal. Mais malgré cette discrétion, quand même, la Mauritanie est un pays, c'est une perle qui brille avec des grands auteurs. Et comme me disait quelqu'un, quand on vient en Mauritanie pour la première fois, on pleure, on dit mais qu'est-ce qu'on veut faire ici? Et quand on doit la quitter aussi, on pleure parce qu'on n'a pas envie de la quitter.
Alors, littérature francophone de Mauritanie, un de vos œuvres. Vous pouvez nous parler un peu de cette œuvre? Littérature, ça c'est mon deuxième livre. C'est un ensemble de textes que j'avais publiés et j'ai décidé de les regrouper, puisque mon premier ouvrage, vous l'avez dit, Éléments de la littérature mauritanienne, est issu de ma thèse de doctorat. Et le deuxième, c'est l'ensemble des travaux que je fais depuis mon doctorat, que j'ai publié ici en Nouakchott, afin de faire profiter en large public mauritanien. Et comme j'enseigne la littérature mauritanienne à l'université, c'est aussi une occasion de permettre aux étudiants de se familiariser avec cette littérature mauritanienne. Alors, vous êtes spécialiste de littérature mauritanienne. Si on vous donnait l'opportunité de changer quelque chose ou de donner votre avis sur les productions littéraires mauritaniennes, quelle analyse feriez-vous? Je ne sais pas si je peux avoir la tentation de vouloir faire changer quoi que ce soit. Ou apporter votre point de vue. Ce que j'aimerais, d'ailleurs, mon rêve est en train d'être une réalité. Vraiment, je ne me plains pas. Je vois que les étudiants s'intéressent de plus en plus à cette littérature. Je vois que le public, en tout cas, lorsqu'il est averti, il s'intéresse à cette littérature. Maintenant, on est dans les années 2020. Moi, j'enseigne un cours qui s'appelle la sociologie de la littérature. Il faut aussi, il n'y a pas que l'université qui peut participer, si vous voulez, à l'émergence de cette littérature mauritanienne. C'est un ensemble de choses, par exemple le média, mais aussi développer les maisons d'édition, ce que je déplore. Il n'y a pas vraiment de maisons d'édition dignes de ce nom. En tout cas, il y a une ou deux qui font ce qu'elles peuvent. Aussi avoir une bonne politique, et j'allais dire une bonne politique éditoriale, rendre les écrivains visibles à travers les émissions de télévision, à travers le colloque, à travers les séminaires, et ainsi de suite. Et donc, moi, c'est mon combat. Alors, quel est votre dernier mot? On est à la fin de cette émission. Mon dernier mot, c'est que j'appelle tout simplement le Mauritanien à s'intéresser davantage à cette littérature. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si vous travaillez sur Senghor ou sur Victor Hugo, peut-être vous allez dire des choses, mais pas des choses qui n'ont pas été dites. Mais si vous travaillez sur des auteurs mauritaniens, c'est ce que vous allez faire découvrir beaucoup d'éléments nouveaux. Merci. Merci beaucoup. Alors, chers abonnés de Bossé TV, merci de nous avoir suivis et merci à l'équipe technique pour le travail remarquable que vous faites. Mention spéciale à M. Attier, il est toujours mon guide et il sera aussi mon guide. Merci à M. Khan pour son accueil chaleureux et restez connectés sur Bossé TV. Et merci. Au revoir.